L'info en face se poursuit et poursuit sa rentrée politique avec Nabil Benabdallah aujourd'hui. Merci de nous accueillir déjà, d'avoir accepté notre invitation au débat et de nous accueillir au sein du siège du PPS à Rabat. C'est un plaisir, vous êtes toujours les bienvenus. C'est gentil à vous. Je rappelle Nabil Benabdallah, vous êtes secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, à savoir le PPS. Rentrée politique de Nabil Benabdallah, on doit considérer qu'elle est aujourd'hui, que vous n'avez pas arrêté, je ne sais pas, dites-moi. Oui, concrètement, on a eu quelques velléités de prendre quelques jours de vacances, comme tout le monde, mais le discours de Sa Majesté, notamment dans la partie concernant les instructions données au ministre de l'Intérieur pour enclencher le processus de concertation sur les élections, a fait que nous avons dû accélérer notre rythme par rapport à l'élaboration de notre mémorandum sur les réformes que nous proposons par rapport au code électoral. Et donc nous avons trimé, nous avons travaillé pendant tout le mois d'août à peu près. Parce que dans le discours du souverain du 29 juillet, il a été fait référence à revoir un petit peu le mode électoral, en tout cas les préparations au mode de scrutin de 2026, et non pas parce que le souverain a beaucoup insisté durant son discours du 29 juillet sur le Maroc à deux vitesses, qui ne veut ni aujourd'hui ni demain. Donc, vous dites, si j'ai bien saisi, ou j'ai peut-être mal compris, que c'est plutôt le passage dédié au code électoral qui vous a remis au travail, plutôt que le Maroc à deux vitesses que le souverain a pointé du doigt? Non, pas du tout. Je crois qu'il y avait deux choses importantes. La plus importante, c'est celle que vous venez de citer. Sa Majesté, à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, voyons les remontées d'expression, de protestation ici ou là. Voyons également que nous avons un rythme de développement, notamment lié aux grandes infrastructures sur la Coupe du Monde, sur la Coupe d'Afrique, puis sur la Coupe du Monde et autres. Mais voyons également que sur le territoire, eh bien, il y a encore des inégalités, il y a encore de la pauvreté, il y a encore de l'exclusion. Eh bien, cela a donné lieu à la nécessité de prendre en charge cette situation et de faire en sorte que le Maroc ne soit plus à deux vitesses. Cela, par rapport au PPS, nous conforte. Nous avons toujours exprimé qu'aujourd'hui, il y a encore des inégalités sociales, il y a encore des inégalités spatiales. Il y a encore des inégalités sociales et spatiales, ou il y a encore plus d'inégalités territoriales et spatiales? Parce que quand on voit depuis... Dans certains cas, c'est plus. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a certains espaces urbains, certains, pas tous, notamment avec cette affaire de Coupe du Monde, qui connaissent regarder des aménagements urbains importants, comme à Rabat, comme à Tanger, comme à Casablanca aujourd'hui, ou dans d'autres villes. Mais de manière générale, ce n'est pas le même essor de développement. On a l'impression que 2030 constitue en soi un projet de société. Or, 2030 ne constitue pas un projet de société. 2030 est au meilleur des cas un événement majeur lors duquel le Maroc sera face au monde, lors duquel le Maroc pourra donner la meilleure image possible de lui-même, mais cela ne peut constituer une sorte de boost pour notre processus de développement que si nous nous occupons réellement de développer également les autres régions du royaume. Or, je pense qu'en mettant le point sur cette question de disparité, eh bien, Sa Majesté souhaite que le gouvernement puisse prendre cela en charge, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous avez été interpellé, Nabil Benabdallah, par le fait que dans le discours effectivement du 29 juillet 2025, aucune référence n'a été faite à l'exécutif? Vous, en tant que chef de file de l'opposition, est-ce que le fait que le souverain ait pointé essentiellement ce Maroc à deux vitesses dont il ne veut plus, ni aujourd'hui, ni demain, est-ce que c'est un message politique à envoyer à l'exécutif selon vous, ou à l'ensemble de la classe politique, clairement aussi? Parce qu'en termes de décryptage, personne n'est en capacité de faire ce décryptage. On dit effectivement, ce message globalement, il est adressé à qui? Ce Maroc à deux vitesses qu'on ne veut plus aujourd'hui, et que le souverain a largement exprimé dans son discours du 29 juillet. Est-ce que c'est un message politique adressé à l'exécutif, à l'opposition, ou à l'exécutif et à l'opposition? Bon, l'opposition n'est pas en mesure de gouverner aujourd'hui, donc quelque part il nous est difficile d'avoir droit de cité et droit à la parole par rapport à la situation réelle de nos citoyens. Nous essayons en tout cas, nous au PPS,
je ne parle pas de toutes les composantes de l'opposition, nous essayons de mettre le doigt régulièrement et depuis 4 ans, et même avant, lorsque nous avons quitté le gouvernement en 2019. Cela veut dire que ça fait 6 ans que nous pointons du doigt un certain nombre d'imperfections. Les inégalités, la pauvreté, la situation du secteur public, la situation de l'enseignement public, la situation de la santé publique, les grandes orientations économiques, les déficits de croissance importants, les problèmes de chômage. Nous n'arrêtons pas de mettre le doigt sur cela et pas dans une attitude critique négative. Non, et stérile, mais plutôt avec des propositions concrètes que nous n'avons pas arrêté de présenter. Donc je crois que le discours de Sa Majesté, d'abord, témoigne d'une chose. Sa Majesté est dans son rôle. Sa Majesté, selon la Constitution, eh bien, veille sur les grandes orientations de notre pays, à côté de ses autres prérogatives constitutionnelles. Or, il est tout à fait... il rentre tout à fait dans ce cadre d'attirer l'attention sur le fait que les politiques publiques qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas permis de régler les problèmes d'inégalité sociale et d'inégalité spatiale. Ce n'est pas la première fois. Je vous signale qu'en 2017, lorsque Sa Majesté a voulu donner le départ à ce nouveau projet de développement, que la discussion commence, etc., oui. Eh bien, c'était exactement ce discours, dans la mesure où il y avait clairement l'affirmation que malgré tous les efforts faits par le Maroc, malgré tous les acquis que nous avons pu engranger, les inégalités persistent, les problèmes de développement persistent dans un certain nombre des régions, les questions de pauvreté sont encore là, et un certain nombre d'obstacles à notre processus de développement doivent sauter. Et c'est pour cela que ça a donné lieu à ce document, le nouveau modèle de développement, qui malheureusement, comme vous le savez, a été mis de côté par ce gouvernement. Donc, interpellation du gouvernement. Indéniablement, il y a interpellation du gouvernement, sans pour autant que le gouvernement soit cité, mais concrètement, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, c'est M. Arnouch et ses ministres. Et ses ministres et le gouvernement. Et justement, jeudi dernier, le chef de gouvernement, Isaac Arnouch, s'est exprimé publiquement sur les chaînes de services publics, sur les 2 chaînes de services publics, en faisant, on va dire, un peu l'éventail, si je puis dire, du bilan à 1 an de la fin de sa mandature, et de la mandature de cet exécutif. Vous avez été le seul, je crois savoir à ce jour, à avoir réagi le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, sur vos réseaux sociaux, en dénonçant le fait que ces chiffres sont erronés, les réalisations sont fictives, rien de nouveau, sorties décevantes. Oui. Est-ce que d'une part, Nabil Merabla, c'est pour vous la sortie du chef de gouvernement, est-ce que vous avez été surpris que le chef de gouvernement décide la première semaine de septembre de s'exprimer publiquement, en tout cas et faire une sortie média, télé, c'est-à-dire sortie de masse? Est-ce que ça vous a surpris, vous, en tant que patron du PPS? Et deuxièmement, est-ce qu'effectivement, vous considérez qu'aujourd'hui, que tout ce qui a été dit par le chef de gouvernement durant 1h45 jeudi dernier, tout est décevant, tout est jeté à la poubelle, tout n'a aucun sens et tout est critiquable? Non, surpris, pourquoi je serais surpris? Non, je pense que c'est une opération de com'. Le chef du gouvernement considère qu'il entame une année électorale et donc il veut la commencer sur le bon pied et il cherchait à occuper le terrain. Vous auriez fait la même chose, vous, si vous aviez été à sa chef de gouvernement à 1 an de la fin de la législature? Vous savez, le mieux à faire lorsqu'on est chef du gouvernement, c'est de réaliser d'abord et de communiquer ensuite. Or, comme il y a peu de réalisation, et comme les chiffres sont là, la réalité sur le terrain est là, il n'y a pas grand-chose à communiquer. Outre le fait qu'il faut savoir également communiquer et qu'il faut avoir la capacité d'être réellement à l'écoute, d'avoir suffisamment d'humilité, ce que je reproche au chef du gouvernement et à ce gouvernement de manière générale. Pas d'humilité, beaucoup de suffisance, beaucoup d'incapacité à écouter les gens, à dire nous avons réalisé des choses, mais nous savons qu'il manque encore des choses. Même ce discours, même le mais qui vient atténuer n'existe pas chez eux. Tout est sans précédent. Tout ce qu'ils ont réalisé, on a l'impression que c'est du sans précédent. Il nie absolument tout ce qu'ont fait les autres gouvernements dont ils ont été membres, en particulier au niveau du RNI. Il y a des postes importants en gérant les finances du pays, l'économie du pays, l'industrie du pays, l'agriculture du pays et autres. Et c'est pour cela que leur discours, quoi que fasse monsieur le chef du gouvernement,
n'est pas audible. Leur discours... Pourquoi vous dites ça, il n'est pas audible? Il n'est pas... Parce qu'on l'a pas... Enfin, moi, en tout cas, j'ai essayé d'avoir le chiffrage éventuel de l'audience de jeudi dernier, qui n'a pas été... je ne sais pas si vous l'avez, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont suivi la sortie Je ne l'ai pas, médiatique du chef de gouvernement. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que 2 choses circulent sur les réseaux. C'est important, vous savez, les perceptions sont encore plus importantes que la réalité, malheureusement. 2 choses circulent. La première, ce sont des réactions négatives à l'égard de sa sortie médiatique. Et la deuxième chose, c'est un certain nombre de scènes qui sont filmées, ou des vidéos, ou des photos, dans lesquelles on voit des cafés vides, j'allais vous dire vides à craquer, d'accord, et dans lesquels on voit à la télévision le chef du gouvernement passer. Ça veut dire que ça n'a pas vraiment fait le buzz en termes de sortie. C'est normal, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de défiance réelle à l'égard de ce gouvernement. Quoi qu'il fasse. Par ailleurs, on peut lui reconnaître certaines actions ici ou là. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce que vous reconnaissez? En termes d'équilibre financier macroéconomique, la meilleure gestion des finances publiques. Est-ce que vous reconnaissez effectivement que ce gouvernement, depuis 2021, puisqu'il a été porté aux responsabilités, assure une gestion plus efficiente, plus efficace et plus optimale des finances publiques, une meilleure gestion du déficit budgétaire? Non, il est arrivé aujourd'hui à recueillir et à collecter un certain nombre de recettes fiscales, et là, il n'y a pas de précédent. Même Fawzi Larjami sur le budget parle de 330 milliards de dirhams de recettes fiscales pour 2025. Est-ce que ça, effectivement, vous dites là, de ce point de vue, moi, Nabil Benab, là, je ne vais pas dire que vous applaudissez, mais effectivement, vous reconnaissez le fait qu'en matière de gestion des finances publiques, ils ont fait du bon boulot et du bon travail depuis 2021. Non, mais laissez-moi vous dire ce que je reconnais, ce que je ne reconnais pas. Je vais vous dire une chose. C'est pour ça que j'ai parlé de chiffres erronés. Parce que, prenons la question du taux de croissance. Le chef du gouvernement nous annonce déjà qu'il serait dans une moyenne qui dépasse les 4%. 4,6. 4,5, 4,6 en termes de projection. En termes de projection. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Il se base notamment sur un chiffre qui ne lui appartient pas, puisqu'il s'agit du gouvernement précédent, d'accord? Et ce chiffre est lié à une période qui est celle du Covid. Il se base sur la différence entre 2020 et 2021. En 2020, nous avons fait pratiquement du moins 7 à cause de la situation du Covid. Et nous avons fait en 2021 quelque chose comme plus 8,2. Eh bien, en faisant plus 8,2, d'abord, il est arrivé, lui et son gouvernement, ils sont arrivés à fin octobre 2021. Donc ce chiffre ne leur appartient pas. Il appartient à une situation précédente. Il ne peut pas être intégré à leur moyenne générale. Si vous enlevez cela, nous revenons à un taux de croissance qui est autour des 2%. Et donc, c'est vous dire que ça ne reflète pas ce qu'ils ont promis, plus 4%. Maintenant, en termes de finances publiques, vous me dites plus 300 et quelques milliards. 329 milliards de dirhams de recettes fiscales prévues en 2025. Très bien. Un record. Je vous demande une chose. Ce n'est pas lié à l'activité économique en soi. Ce n'est pas lié au fait, et la preuve, le chiffre du chômage et de la création d'emplois est là. Et je vais revenir sur un chiffre complètement erroné qu'il a donné. Si vous revenez à l'activité économique en soi, elle n'a pas créé autant de capacités, autant de richesses pour avoir ce chiffre. L'essentiel de ces recettes provient des impôts indirects. Pourquoi? Parce que la TVA en l'occurrence. Nous avons assisté à une hausse des prix sans précédent. Ça, c'est sans précédent, inégalé. Et nous avons eu plusieurs années après l'arrivée de M. Arnouch, et nous avons sorti notre première lettre ouverte en l'interpellant sur cela. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, en ayant comme seule réponse des insultes et des invectives et des calomnies, et ça continue à ce jour, et non pas des réponses concrètes à ce que nous avons proposé. Eh bien, nous l'avons interpellé en disant, ce n'est pas de la poche des citoyens que vous devez vous financer, et donc nous dire que les recettes aujourd'hui sont inégalées. Donc c'est quelque chose qui ne reflète pas un essor économique réel. Allez demander cela aux entreprises, qu'il s'agisse des plus grandes aux plus petites, en passant par les moyennes, et vous verrez qu'il y a un problème. Et en liaison avec cela, le chef du gouvernement nous a promis 1 million d'emplois, en nous promettant 1 million d'emplois. Cela veut dire que... Sur 5 ans. Cela veut dire que l'activité économique va permettre de créer 1 million d'emplois. Et il nous annonce, dans sa sortie médiatique, qu'il y aurait eu 600 000 emplois nouveaux
Mais il nous parle en termes d'emploi brut. Il ne nous parle pas. Il n'a pas précisé, il n'a pas dit emploi brut ou emploi net. Il ne nous parle pas des emplois perdus dans le même temps, ce qui est normal dans une économie. Or, nous avons perdu plus d'emplois que nous n'en avons créés. Et aujourd'hui, les chiffres officiels permettent de constater que nous avons perdu quelque chose comme 160 000 emplois à ce jour. Et rien ne nous dit que d'ici la fin de leur mandat, du mandat de ce gouvernement, nous atteignerons ne serait-ce que 200 ou 300 000 emplois nouveaux, réels. D'accord ? Et cela témoigne d'une chose, c'est que c'est un échec patent en termes économiques. La troisième chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est qu'en termes de déficit budgétaire, ils ont plus ou moins réussi à avancer le chiffre qu'ils avancent sur la base de 3,6%, 3,7% du budgétaire et ramener le déficit budgétaire à 3% en 2026. Sur la base du fait qu'ils ont multiplié par quasiment 5 le chiffre et le montant qui revient au financement innovant. Les financements innovants sont éphémères. Ils se terminent. Et cela contribue en termes de charges. Mais ils sont réels, on est bien d'accord. D'accord. Mais c'est les cessions d'actifs de l'État. Ce sont des financements innovants qui d'abord sont éphémères et ensuite provoquent des charges qu'il va falloir gérer à l'avenir. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, cela montre que concrètement, ils ne sont pas dans une amélioration de notre Donc en fait, vous dites que concrètement, les chiffres qui ont été avancés au niveau du taux de chômage et le chiffre avancé par le chef de gouvernement de création de 600 000 emplois, vous le balayez de revers de la main en disant en fait c'est plus de la destruction massive plutôt que de création massive, on est bien d'accord? Et que sur les 4 années, vous dites en fait les chiffres officiels, c'est 160 000. C'est pas moi qui le dis, c'est le HCP. C'est le financement innovant. C'est pas moi qui le dis, c'est le HCP. Donc vous savez, ce sont des chiffres officiels. Et il ne s'agit pas de présenter des chiffres, comme je l'ai dit dans mon poste, qui sont erronés. Il ne s'agit pas de dire aux Marocains, nous avons une amélioration de nos finances publiques, alors que notre déficit commercial est aujourd'hui à plus de 300 milliards de dirhams, alors qu'il était à 200 milliards de dirhams, moins de 200 milliards de dirhams. Donc, aggravation encore de notre déficit commercial. Est-ce que du coup, quand on est chef du PPS comme vous, chef de file de l'opposition, est-ce qu'on est face à une idéologie, en fait, on appelle ça, on le voit d'ailleurs à travers le monde, du néolibéralisme incarné aujourd'hui par le chef de gouvernement, assumé ou pas, ça je laisserai chacun se faire sa propre opinion. Et ça me fait penser à une séquence politique que nous avons vécue et que vous avez vécu beaucoup plus que moi, bien entendu, en tant qu'acteur. En 2011, on découvrait l'islam politique. Écoutez, les Marocains découvraient l'islam politique. Est-ce que la valeur aujourd'hui, on est face pas à un homme politique, en l'occurrence Aïssa Renouch, mais on est face à une idéologie politique, le néolibéralisme, qui, et on le voit, qui est en train de s'exprimer de plus en plus à travers le monde. C'est de plus en plus prononcé, et qu'en fait, le vrai débat, le vrai sujet, le véritable enjeu, il est beaucoup plus idéologique que politique en termes de gestion des politiques macro ou micro. Vous savez, dans ma conception, à moi, tel que j'ai été éduqué au Parti du Progrès et du Socialisme, le terme idéologie est un terme positif. Malheureusement, l'idéologie est perçue de plus en plus comme étant le fait de s'enfermer dans des schémas préétablis, etc. Et beaucoup de personnes critiquent cela. Maintenant, je vais vous dire, il ne s'agit même pas d'une idéologie, parce que l'idéologie, il faudrait que ce gouvernement ait vraiment une vision qui se base. Vous me parlez de néolibéralisme, il ne s'agit même pas de néolibéralisme. Il s'agit d'un libéralisme débridé. Il s'agit d'un libéralisme dans lequel le conflit d'intérêts est patent. Il s'agit d'un libéralisme dans lequel rien n'est fait pour aller vers une économie transparente, où la libre concurrence telle que le prônent les libéraux joue pleinement, où nous avons des conditions égales d'accès au marché public, d'accès aux différentes possibilités d'investissement. Cela n'existe pas et nous avons vu à travers un certain nombre de faits établis que un certain nombre de décisions sont liées au fait de servir des milieux précis, des élus, des notables ici ou là,
comme c'est le cas par rapport à la question de l'importation de viande, et nous l'avons vu de manière criante, comme c'est le cas par rapport au marché de la station de Dessalmando, sur laquelle le chef du gouvernement ose. Ça n'est défendu, je dis, en disant que tout était clair et que tout était Comment transparent ose-t-il devant les journalistes. Comment ose-t-il d'un point de vue éthique? Je dis bien d'un point de vue éthique. Après l'avoir fait au Parlement, comment ose-t-il le refaire aujourd'hui dans sa sortie médiatique en disant que cela est tout à fait normal? Vous le savez très bien, c'est Rachid. Si jamais cela se faisait dans un autre pays démocratique, je pense qu'il ne serait plus là. Parce que c'est le mélange des gens. Dans des pays choses. Et le libéralisme ne signifie pas qu'on a un chef du gouvernement qui, dans le même temps, profite de marchés publics. Cela n'existe pas dans aucun pays. Même les plus libéraux des pays ne permettent pas cela. Il y a des pays aujourd'hui où il y a beaucoup de critiques d'ailleurs dans ce sens, où ça se produit comme aux États-Unis depuis l'élection du nouveau président. Oui, alors, donc c'est pour ça que je vous parlais de cette stratégie idéologique du néolibéralisme. Alors si c'est ça l'exemple, je n'ai pas dit l'exemple. Vous dites que ça n'existe pas dans d'autres pays. Mais s'il s'agit de faire la même chose que ce qui se fait aux États-Unis aujourd'hui, nous n'en voulons pas. Et le peuple marocain n'en veut pas. Et tout le monde critique cela. Donc, c'est pour vous dire que nous avons un gouvernement qui est creux politiquement. Il est creux. C'est un gouvernement qui manque de discours politique. C'est un gouvernement qui, de surcroît, j'avais oublié de le dire, de surcroît, ne veut même pas affirmer son identité, comme vous dites, néolibérale, et que j'appellerais pour ma part d'un libéralisme débridé, d'un libéralisme d'intérêt, d'un libéralisme qui sert des milieux oligarchiques précis, à commencer par lui-même. Eh bien, non, ils nous servent la sauce de l'État social. Et nous sommes très loin de cet État social, puisqu'il s'agit d'un slogan. Mais on est aux prémices. Est-ce qu'on n'est pas aux prémices de l'État social? Pardon? Est-ce qu'on n'est pas dans les prémices de l'État social avant de porter un jugement? Dire voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus patient, donner un peu plus de temps? Oui. Le pays sous la direction, notre pays sous la direction de Sa Majesté le Roi, tente d'aller vers la réalisation, ne serait-ce que partielle, de cet État social. Mais avec ce gouvernement, nous n'y sommes pas. Nous sommes dans un slogan qui est démenti par les chiffres. La couverture sociale généralisée, on nous annonce une généralisation totale. Nous sommes à 8,5 millions de personnes qui ne sont pas touchées par la généralisation totale d'inscrits. Je crois que c'est un peu plus de 22 millions de personnes qui sont inscrites. Il y a 22 millions de personnes qui sont inscrites. Oui. Au meilleur des cas, ils sont à 11-12. D'accord, au meilleur des cas, à 11-12 millions inscrit de ou personnes. À bénéficier des systèmes de remboursement, de prise en charge. Des systèmes de remboursement. Vous savez, je leur demande à ce gouvernement, je demande à monsieur le chef du gouvernement, je lui demande d'ailleurs de refaire une visite au House, sur lesquels il a annoncé que tout était parfait. Au moment où il a annoncé ça, moi la veille, je recevais la coordination des gens de House. Un effort énorme a été fait, c'est clair. Il faut le reconnaître. Pas de taux de réalisation de 70-80%. Mais il faut également reconnaître qu'il y a des milliers de personnes qui sont encore sous les tentes. Il faut également reconnaître qu'il y a des milliers de logements qui n'ont pas encore été construits. Il faut également reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Il faut reconnaître qu'il y a des problèmes réels. Et donc, reconnaissant également que ces 8,5 millions de personnes, c'est pour ça que je dis suffisance, c'est pour ça que je dis manque d'humilité. Reconnaissez qu'il y a 8,5 millions de personnes dans la couverture sociale généralisée qui ne sont pas touchées par cette couverture généralisée. Reconnaissez que sur l'aide directe, il y a des milliers de personnes partout où je vais. J'interpelle dans des meetings, dans des réunions directes avec la population. Je leur dis, est-ce que vous êtes concernés par la couverture? Des femmes, des veuves s'élèvent pour dire non, nous ne sommes pas concernés. Vous contestez le chiffre de 11 millions de personnes qui bénéficient des aides directes, c'est 3,2 millions de ménages. Oui, vous le contestez. Je conteste parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui me disent, et notamment des veuves, qui me disent, nous avons été servi pendant 1 mois, 2 mois, et c'est la pire des choses à faire, c'est de créer un faux espoir. Et pour je ne sais quelle raison, d'une recharge téléphonique, ou d'un branchement Wi-Fi, ou d'un scooter qu'un membre de la famille aurait, ou autre, eh bien on nous retire. On nous retire quoi? Ils leur retirent 480 dirhams. Parce que je leur disais, c'est 500 dirhams qu'on vous donne au meilleur des cas. Ils me disaient, on ne nous donne même pas 500 dirhams. On nous donne 480 dirhams parce qu'il y a 20 dirhams qui passent je ne sais où. Ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils croient qui? Est-ce qu'il faut qu'ils croient effectivement la parole
du chef de gouvernement qui s'est exprimé jeudi, ou celle de Nabil Benabdallah qui contredit et voire qui contrebalance littéralement ce qu'a avancé le chef de gouvernement, que ce soit au niveau de la province de House en matière de reconstruction, de réhabilitation des habitations, ou que ce soit sur le versement des aides directes, où je rappelle que le chef de gouvernement a redit publiquement jeudi dernier que 3,2 millions de ménages bénéficient des aides directes avec une allocation minimale de 500 dirhams, 480 dirhams, comme vous avez dit précédemment, et que ça concerne plus de 11 millions de personnes. Parce que là, aujourd'hui, qui croit? Ben écoutez, vous avez vous-même parlé de 22 millions, de plus de 20 millions de personnes. Oui. Ces 20 millions de personnes vivent dans des conditions difficiles. Ces 20 millions de personnes étaient plus ou moins concernées par le système du Ramed. Et aujourd'hui, lorsqu'on a opéré le transfert du Ramed à l'AMO dans ses différentes versions, c'était 9 millions l'AMO. D'accord. Donc non, ces personnes qui sont recensées aujourd'hui, oui, d'accord, devraient être concernées par ce système de couverture sociale généralisée. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas mon chiffre. C'est le chiffre du ACP, c'est le chiffre du Conseil économique, social et environnemental, donc c'est le chiffre d'institutions constitutionnelles confirmées. En tout cas, le HCP est une institution politique plus que constitutionnelle. Donc voilà, j'aimerais que les personnes qui nous écoutent, je leur dis tout simplement, parlez aux plus démunis, posez-leur la question sur la question de la couverture, sur la question de l'aide directe, et ils se rendront compte qu'il y a que les personnes qui ne sont pas concernées sont légion, et il y a une sorte de volonté de ne pas voir la réalité en face de la part de ce gouvernement. Il y a eu des réalisations indéniablement sur ces deux questions en particulier. Très bien. Lancement de l'AMO et le lancement mais c'est pas versement des aides directes. Il faut arrêter. Il faut qu'ils arrêtent de présenter la situation comme s'ils avaient réinventé la roue. Ce n'est pas vrai. Cette question de couverture sociale a commencé depuis le gouvernement d'alternance, depuis Abdelrahman Yousfi. Et c'est petit à petit, plusieurs gouvernements y ont travaillé, d'accord, et ils sont venus avec une instruction royale pour activer, pour dynamiser, pour faire en sorte que le rythme de généralisation donc c'est une question de timing. Pour vous, c'est une question de timing. Premièrement, ils ont fait ça, ils ont fait ce qu'ils ont fait, très bien, et ils nient tout ce qu'ont fait ceux qui les précèdent, d'accord. Et en second lieu, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des problèmes, qu'il y a encore des imperfections. Il faut arrêter de raconter aux Marocains qui vous écoutent, qui écoutent tout le monde, que tout va bien, alors que si vous descendez à Aït-Bougmez, vous allez voir la réalité telle qu'elle est. Ou bien que si vous allez dans un certain nombre d'autres régions au Maroc, eh bien, et j'en profite pour redire une chose, lorsqu'on parlait de finances publiques, j'aimerais profiter de cette émission pour dire attention au glissement de notre dette publique. Attention, parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint des chiffres records. Et c'est très bien de le chiffre avancé par le chef de gouvernement, c'est 68% du PIB. Nous sommes bien au-delà de cela, parce que justement, on intègre les financements innovants, on intègre un certain nombre de chiffres qui ne reflètent pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes bien au-delà et que nous sommes probablement à quelques 100 milliards supplémentaires, 100 milliards de dirhams supplémentaires de dettes. Et aujourd'hui, nous allons probablement aller vers beaucoup plus que cela dans la perspective de la Coupe du Monde. Et lorsque vous voyez les chiffres qui sont avancés pour les différentes infrastructures sportives, d'accord, lorsque vous voyez les chiffres qui sont annoncés, c'est bien, ce sont des belles perspectives de développement. Mais ça peut être un marché d'opportunités aussi pour l'investissement privé chez nous. Mais il faut aussi poser les bonnes questions. À un moment, il va falloir avoir un débat pour faire en sorte que nous ne soyons pas, après 2030, dans la situation connue par un certain nombre d'autres pays. Nous voulons cette Coupe du Monde, nous voulons qu'elle réussisse, nous voulons ces infrastructures, nous voulons présenter le meilleur visage, mais nous voulons, comme l'a dit Sa Majesté, nous ne voulons pas d'un Maroc à deux vitesses, nous ne voulons pas nous retrouver avec un endettement qui est énorme, nous ne voulons pas que nous ayons de beaux stades, de beaux hôtels, de beaux aéroports dans 6 villes du Maroc, et que nous ayons des champs de pauvreté et d'exclusion dans les régions les plus éloignées et dans le pourtour des villes. Là-dessus, il y a deux leviers possibles, ou c'est augmenter la pression fiscale, ou c'est augmenter l'endettement.
Donc précédemment, lorsqu'on a évoqué effectivement le fait que ce gouvernement se félicite d'avoir augmenté sensiblement les recettes fiscales, je rappelle ce chiffre de 330 milliards de dirhams, Je vous ai 329. répondu à ça. Vous m'avez répondu, vous avez dit, mais on sait d'où ça vient, c'est en fait le fait de ne pas avoir touché En partie. Ça vient Oui. sur la TVA et sur la, En et partie. sur la En tout cas, consommation. ça ne qui ont augmenté. reflète pas une activité économique améliorée. Pour faire face allez le demander aux entreprises et vous verrez. Pour faire face au financement d'aujourd'hui et de demain, est-ce que vous considérez qu'il faut augmenter les impôts encore aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut effectivement faire jouer la dette et l'endettement pour pouvoir faire face aux différents financements d'aujourd'hui et de demain? Il n'y a que deux leviers possibles. Je pense que nous avons atteint, non, il y en a un troisième. Je pense que nous avons atteint l'extrême limite de nos possibilités en termes d'endettement. Il faut faire attention. Et il ne faut pas mettre en cause ou mettre l'avenir des générations à venir justement dans la balance. Attention, cela est très grave. C'est quoi la troisième option, David? La troisième option. Parce que vous dites qu'il y a l'endettement, deux, il y a le levier fiscal. Oui, le levier fiscal peut être amélioré. Il peut être amélioré en mettant en place une réelle réforme fiscale, d'accord, avec un élargissement réel de l'assiette. Ok, et nous ne voulons ça a commencé. Ça a commencé depuis le blabla. Non, mais c'est pas le cas. On en est encore loin. Et nous ne voulons pas, d'accord. Nous ne voulons pas du tout d'une fiscalité plus affirmée à l'égard des Marocains et des Marocaines. Pas du tout. Nous voulons des taux fiscaux qui sont acceptables, mais élargis à tous les Marocains, qu'il n'y ait pas de champ dans lesquels il y a des économies de rente, dans lesquels il y a le secteur informel qui continue d'exister de manière grave, il prospère même, et tout cela constitue des niches importantes que ce gouvernement ne veut pas toucher. Et je vous interpelle, ou j'interpelle le chef du gouvernement à travers vous, en vous disant une chose, le nouveau modèle de gouvernement dit clairement qu'il faut arrêter les champs de corruption, de rente, de monopole, etc. dans l'économie. Tout cela constitue des possibilités réelles au niveau fiscal. En deuxième lieu, le meilleur moyen d'ouvrir des perspectives pour l'avenir, c'est de développer une activité économique réelle. C'est de pouvoir réellement relancer l'investissement. Les chiffres ne sont pas au rendez-vous non plus. Et le chef du gouvernement n'en a pas parlé. L'investissement privé n'est pas au rendez-vous. L'investissement public, privé, même en termes Vous voulez plus? Vous voulez que l'État fasse plus en matière d'investissement public? Il a battu. Dans tous les gouvernements auxquels vous avez participé, il n'y a jamais eu 330, 335 ou 340 milliards de dirhams mobilisés pour l'investissement public, me semble-t-il. Est-ce que vous savez, s'il vous plaît, est-ce que vous savez combien coûte le stade Hassan II? Combien coûte le stade de Rabat? Combien coûte le stade de Tanger? Combien coûte la ligne TGV? Combien coûte, etc. Tout cela doit être intégré dans vos 330 milliards de dirhams, mais probablement beaucoup plus que cela. Donc, s'il vous plaît, c'est très bien, mais en même temps, faisons attention. Il faut que nous puissions parallèlement créer les richesses nécessaires pour ne pas nous retrouver dans des situations d'endettement qui va obérer les perspectives d'avenir par rapport aux générations actuelles et à venir, et qui va poser des problèmes sérieux à tous les gouvernements qui viennent. Et je vous le dis, celui qui va venir pour gérer la situation économique et sociale après M. Arnouch, parce que j'espère qu'il va y avoir un après Arnouch et que nous allons pouvoir tourner cette page. C'est les électeurs qui décideront en 2026. Mais je suis libre également de m'adresser à ces électeurs en leur disant que nous ne devons pas rééditer cette expérience, car elle est mauvaise, car elle est politiquement creuse, car elle est démocratiquement absolument catastrophique. C'est un gouvernement qui n'a aucune conviction démocratique à aucun niveau. Les textes qui ont été adoptés portent en eux les germes de recul majeur en termes démocratiques. Donc, sur le plan politique et démocratique, ils ne sont pas là. Bien au contraire, ils n'existent pas et ils n'ont pris aucune mesure. Et lorsqu'ils ont touché un certain nombre de textes, comme c'est le cas pour le texte sur la presse, c'est une catastrophe dont tout le monde se plaint. Aujourd'hui, on considère aujourd'hui qu'il y a encore une fois un mélange entre les médias et entre l'argent. Et ça, c'est le plus grave qui puisse arriver dans un pays démocratique. Alors, je reviens pour dire une chose. Aujourd'hui, il faut arrêter de nous débiter des salades par rapport à ce gouvernement. Il y a un échec patent et en termes de réalité, mais également en termes de perception, il y a une volonté déclarée dans différents milieux. Tout le monde veut que ce gouvernement s'en aille, que celui qui le dirige en particulier s'en aille.
En tout cas, ce gouvernement et le RNI en l'occurrence, en 2021, c'est plus de 2 millions de voix. Donc, il va se présenter aux élections 2026 parce qu'on a bien vu l'esprit de conquête qui anime toujours le chef de gouvernement. Mais avant cela, Nabil Benabla, comme j'ai la chance et le privilège de vous avoir aujourd'hui en débat, est-ce que vous considérez qu'une campagne électorale se joue sur le taux de chômage, se joue sur le taux d'inflation, se joue sur le taux d'investissement? Beaucoup plus que ce que vous croyez. Ou est-ce que non, je vous pose, parce que très souvent on dit effectivement le Maroc a changé, et du coup on oublie parfois de dire que les Marocains ont également changé, si le Maroc a changé. Est-ce que vous considérez que par rapport à toutes les batailles électorales que vous avez menées à ce jour, sans vouloir vieillir bien entendu votre personne et votre engagement politique, est-ce que ça se joue sur des thèmes tels que l'inflation, le pouvoir d'achat, le chômage, la précarité, une élection ou pas? Beaucoup plus que vous ne croyez. Précédemment, ça ne s'est pas joué sur les thèmes. Non, beaucoup plus que vous ne croyez. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les expériences récentes que nous avons vécues permettent de constater qu'il y a un déficit sérieux dans la relation entre les Marocains et l'espace démocratique, entre les Marocains et l'espace institutionnel, entre les Marocains et les partis politiques de manière générale, entre les Marocains et les institutions élues également. Qu'il s'agisse du Parlement ou des corps électoraux territoriaux. Et dans ce sens, je crois que lorsque vous me dites que Arnouch aurait fait 2 millions de voix... c'est pas il aurait fait, il l'a fait. Oui. Vous n'avez pas contesté ce chiffre-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Aurait fait. Parce que tout simplement, je reprends des chiffres importants. Et c'est sur cela que nous devons nous arrêter. Et là, je m'adresse aux décideurs, je m'adresse à ceux qui préparent les élections à venir, pour leur dire, nous avons quelque chose comme 27 millions de Marocains, peut-être qu'avec le nouveau recensement, nous ne serions pas loin des 28 millions de Marocains qui ont plus de 18 ans. C'est-à-dire qui devraient être inscrits. Or, dans les listes de 2021, il y a 18 millions d'inscrits, ce qui signifie qu'il y a déjà 9 à 10 millions de personnes qui ne sont même pas inscrites. Ça veut dire que c'est une approche complètement négative à l'égard du champ électoral, une défiance majeure exprimée par toutes ces personnes. En second lieu, dans les 18 millions qui restent, il y en a 9 millions qui n'ont pas voté, ce qui nous fait 19 millions de Marocains en âge de voter qui n'ont pas voté. Et si on devait leur ajouter le million de voix non exprimées, dont une partie constitue un vote politique, eh bien nous aurions quelque chose comme 20 millions de personnes qui ne s'expriment pas concrètement en matière électorale, parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils considèrent aujourd'hui que les dés sont pipés. Et lorsque vient M. Arnouch, comme il l'a fait en 2021 avec son parti, et qu'il noie les circonscriptions électorales dans de l'argent, et qu'il y a un véritable tsunami financier qui s'abat sur nous tous et qui nous rend incapables de présenter des candidats, en tout cas nous en avons présenté, mais ils sont incapables de résister à ce tsunami, eh bien les gens y croient encore moins et ne veulent plus voter du tout. Et donc le gros enjeu aujourd'hui, vous me parlez de 2 millions de voix sur quoi ? Sur 28 millions de Marocains qui devraient être en âge, qui sont en âge de voter. Et ces 2 millions de voix, une bonne partie, plus de la moitié de ces voix découlent d'achats de voix, pour parler clairement. Donc, cette situation doit changer. Nous devons donner des signaux à nos citoyens pour leur dire qu'il y a désormais une volonté nouvelle, que l'argent va être combattu, que les prévaricateurs et tout type de personnes. Vous avez des garanties dans ce sens? Parce que je rappelle que vous avez, en tout cas, nous sommes vous, en le discussion, PPS, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur qui, sur cette question en particulier, nous semble sensible à un certain nombre de nos propositions. On est en train de discuter, ça va aller jusqu'à la fin du mois de septembre. Il y a des réunions en aparté, mais également des réunions Qu'est-ce qui pourrait changer? Les circonscriptions, le découpage électoral, le mode de scrutin, le vote obligatoire? Il y a certaines questions sur lesquelles nous aurions espéré des changements. Nous ne semblons pas pour l'instant nous orienter vers cela. On verra. Comme quoi, par exemple?
sur le mode de scrutin, sur le découpage électoral, sur des choses, etc., sur la participation féminine, sur le fait de pouvoir avoir des listes qui seraient nationales et qui permettraient d'emmener au Parlement, et notamment à la Chambre des députés, des cadres de ce pays, des compétences réelles, des gens probes, honnêtes. Des gens qui ont un baccalauréat avec Bac+2 ou c'est pas ça le critère? Des gens probes, premièrement probes. Propre, c'est-à-dire pas de casier judiciaire, pas d'antécédents judiciaires. Probes qui sont vraiment clean de tous les points de vue et qui sont des militants dans l'âme, qui n'ont pas besoin d'être affiliés à des partis politiques pour ce qui concerne. C'est pas nécessaire pour tout le monde, mais en tout cas, des gens qui vont donner une autre image des institutions élues, des gens qui vont réconcilier les Marocains avec l'action politique. Ces personnes-là, valeur aujourd'hui, si l'argent continue, s'ils ont en face d'eux des gens corrompus, des prévaricateurs, des gens qui profitent de l'économie informelle ou d'un certain nombre de champs de monopole ou autres à différents niveaux, eh bien, cela ne contribuera pas à nous donner de meilleures élections, un meilleur résultat. Et à ce jour, est-ce que vous avez suffisamment de garanties de la part du ministère de l'Intérieur? Écoutez, il n'y a pas de garantie en politique. En politique, il faut agir. En politique, il faut parler. En politique, il faut défendre. En politique, il faut se battre. En politique, il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont. En politique, il faut savoir remettre en cause. En politique, il faut savoir proposer et il faut savoir mobiliser. C'est pour ça que je vous dis une chose, la seule garantie qui peut marcher, c'est que sur les 28 millions ou les 20 millions dont je vous parle, les personnes en âge de voter, qui sont en âge de voter, si seulement 2 à 3 millions d'entre eux décident de dire stop, basta, on va y aller, je vais m'inscrire et si je suis inscrit, je vote. Quitte à prendre le risque que ces personnes-là, ces 2-3 millions dans ces 9-10 millions qui ne votent pas, ne votent pas forcément. C'est pas 9-10 millions qui ne votent pas, c'est plus de 18 millions de personnes. Plus de 18 millions qui ne votent pas, mais dans ce volant-là, quitte à prendre le risque qu'effectivement ces personnes-là ne votent pas forcément pour le PPS et votent plutôt pour le RNI. Vous savez, je pose la question, c'est pas. Parce que ça peut être aussi contre. Je vais vous dire une chose. Je ne pense pas que ceux qui ne votent pas aujourd'hui, qu'il y aurait ne serait-ce que 1% de ces gens-là qui voteraient pour le RNI. Je pense qu'il y a une défiance majeure à l'égard de ce parti et de celui qui le dirige et qui dirige dans le même temps le gouvernement. Donc, nous avons l'espoir que ces personnes si elles interviennent dans le champ politique, vont contribuer à tout changer. Et c'est pour cela que nous essayons de créer une alternative réelle. Nous nous ouvrons à ceux avec qui nous pouvons trouver des points communs. Nous essayons par exemple de trouver des accords avec les 2 partis de gauche, le PSU et la Fédération de la gauche démocratique. Pas avec l'USFP. L'USFP n'en veut pas. Veut pas de vous ou vous voulez pas vous de l'USFP? Ne veut pas de quoi que ce soit. L'USFP a probablement d'autres orientations. Elle s'est mise sur une autre voie. Je pense qu'ils ont leurs problèmes. Ils les vivent. C'est un parti pour lequel nous avons beaucoup de considération d'un point de vue historique, d'un point de vue patrimonial. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et donc, je leur laisse le choix. Il n'y aura pas de coalition PPS-USFP pour 2026. Nous avons tenté d'aller dans le cadre de la motion de défiance. La première, échec. Deuxième, échec de leur fait. Nous avons tenté d'avoir un document qui existe, que je peux vous montrer, qui est finalisé, dans lequel nous allions annoncer à l'opinion publique il y a plus d'1 an que nous allions entamer ensemble le processus à venir. Ce processus a été avorté par eux au dernier moment. Donc nous avons tout tenté. Pas de coalition. En l'état, permettez-moi d'insister sur l'espoir et non pas sur des phénomènes négatifs. L'espoir, c'est le PPS, avec ce qu'il représente, avec son rôle politique depuis 6 ans, depuis 4 ans en particulier à l'égard de ce gouvernement. L'espoir, c'est aussi la possibilité de s'ouvrir sur ces tendances de gauche. J'espère que la maturité sera là pour faire en sorte que nous puissions ne serait-ce qu'avoir une attitude minimaliste par rapport aux circonscriptions dans lesquelles il pourrait y avoir désistement, etc. Certaines circonscriptions, et qu'une déclaration politique commune pourrait donner un espoir nouveau au sein de la population. C'est l'effort que nous essayons de Donc vous, il n'y a pas d'alliance avec, enfin pas de coalition avec l'USFP, pas de coalition avec le mouvement populaire, pas de coalition ou d'approche en tout cas commune avec le PJD, les 3 principaux partis de l'opposition aujourd'hui. Oui, nous on va se tourner, vers le PSU et le Front de gauche. Vous avez cité des partis avec lesquels nous avons
nous avons des coordinations de position à chaque fois que possible à l'intérieur du Parlement. Parfois, nous arrivons à aller ensemble. C'est ce que nous avons essayé de faire pour la motion de censure. Parfois, nous présentons des propositions, des amendements communs sur certains textes. Mais concrètement, vous le savez, vous le dites vous-même, l'USFP a une certaine orientation, des origines et une orientation qui n'est pas forcément en concordance avec cela. Le PJD, c'est un autre son de cloche avec un référentiel islamiste. Le mouvement populaire, c'est un autre référentiel également. Pourquoi demande-t-on au PPS, qui est le seul parti qui arrive à discuter avec tout le monde, de nécessairement porter la responsabilité d'unifier tous ces gens-là? Il y a beaucoup de choses. L'opposition n'est pas une opposition, nous avons plusieurs oppositions. Plusieurs oppositions dans l'opposition. Oui, parce que, y compris dans la perspective de 2026. Parce que les référentiels sont différents. Donc, je suis là pour vous parler du PPS, de ce qu'il représente comme espoir, de ce qu'il peut mener comme politique. Et nous pouvons changer les choses, car nous avons question là-dessus. Les propositions pour ce faire et le programme. Certains qui vous écoutent ce soir, Nabil Belarbla, pourraient se dire effectivement, pour avoir la confirmation de se dire, c'est l'éparpillement, c'est très émietté au niveau des partis de l'opposition, donc ils ne vont pas être en capacité de s'entendre dans la perspective de 2026. Donc du coup, ça accrédite encore plus l'idée de la reconduction de cette coalition gouvernementale qui est aux responsabilités depuis 2021, peut-être pas forcément dans le même ordre, RNI, Istiqlal Al-PAM, mais en tout cas, si c'est tel que c'est la pagaille à gauche, dans la perspective de 2026 au niveau de l'opposition, ce qui veut dire que en fait, le PAM, le RNI et l'Istiqlal devraient être reconduits aux responsabilités. Si nous sommes dans une perspective statique, figée, où il n'y a aucune dynamique qui se crée, c'est une possibilité. Mais au PPS, nous croyons en la dynamique. Nous croyons en le mouvement social. Nous croyons en la possibilité que nos citoyens, nos citoyennes, nos jeunes se mobilisent, comprennent qu'il y va du présent et de l'avenir et de notre pays et des générations actuelles et montantes. Et c'est pour cela que nous estimons que s'il y a une mobilisation de ces citoyens et que beaucoup d'entre eux viennent s'inscrire et votent, eh bien, les résultats seront fondamentalement différents. Et nous pensons, de par ce que nous entendons, de par ce que nous voyons, de par les contacts que nous avons avec différents milieux, des plus pauvres aux plus nantis, nous voyons un effet, une sorte de vague qui se constitue autour du PPS. Et donc je pense, oui, sans tomber dans la suffisance ou sans considérer que nous sommes les meilleurs, non, loin de là, mais nous pensons qu'il y a un coup à jouer à partir du moment où on changerait la donne et que nous ne serions plus dans les chiffres étriqués qui sont ceux d'aujourd'hui, et que nous ne serions plus dans une intervention massive de l'argent. C'est pour ça que j'interpelle les autorités d'ici, comme je l'ai fait en direct avec eux. Il faut arrêter ce foutoir. Il faut arrêter ce lien qu'il y a dans la tête des Marocains entre le vote et l'argent. Il faut arrêter cela. Il faut redonner du sens à l'acte électoral. Il faut redonner du sens à l'acte démocratique. Et ça ne se fait pas en cadeau. Ça ne se fait pas uniquement parce que ça vient d'en haut. Ça se fait par une intervention citoyenne majeure. Dernière petite question, Nabil Belarbla. Est-ce que vous, ça sera 2026, vous serez en première ligne? Ah oui. Pour mener la campagne, voire la bataille idéologique et politique. Ça sera la dernière. Probablement la dernière. Ouais. Le combat du dernier des Mohicans. Enfin, je ne sais pas si je suis le dernier des Mohicans, mais en tout cas, j'essaye de mener ce combat et de faire en sorte que les générations qu'il y a au parti aujourd'hui, les générations montantes en lesquelles j'ai pleine confiance, eh bien, pourront continuer cela après 2026. C'est mon rôle. J'essaye de terminer sur une note de mobilisation forte. J'essaye de terminer en étant fidèle à l'action menée par ce parti depuis 82 ans. J'essaye de rester fidèle à des idéaux démocratiques. J'essaye également, comme le parti, nous allons avoir un programme assez mobilisateur avec des propositions concrètes. Nous sommes en train d'y travailler et nous voulons constituer la note d'espoir
Nous voulons changer la donne. Nous voulons faire en sorte que beaucoup de jeunes rejoignent le parti aujourd'hui. Ils donnent une vivacité nouvelle, même en termes de communication, de présence sur les réseaux sociaux et autres. Oui, nous essayons de travailler avec peu de moyens. Avec pas de moyens du tout. Ça sera, mais on essaye. Ça sera votre bataille et certainement la dernière que mènera Nabil Benabla en 2026. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nabil Benabla. C'est toujours un plaisir. Débat d'idées avec vous, rentrée politique en même temps, et puis de pouvoir aussi aborder tous les sujets en long et en large et en travers, avec un ton, j'allais dire, qui se veut respectueux de l'intelligence humaine. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Et c'est le principal, voire l'essentiel. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Et à bientôt.